Bonjour. Bonjour, ça fait vraiment du bien de vous voir et de se voir sans caméra, de pouvoir échanger directement pendant 2 jours. Donc merci à toutes et à tous d'avoir fait ce voyage dans cette belle région et sur cette belle côte d'Opale. Je vais commencer cette intervention en faisant un peu le bilan des 2 années passées, parce que finalement la dernière fois que nous nous sommes vus dans un cadre un peu identique, c'était au congrès de juin 2019 de la Fédération. Et donc c'est bien de revoir ensemble le fil de l'histoire. Alors faire devant vous le bilan des 2 années passées, c'est remonter à une période qui nous renvoie au monde d'avant la crise sanitaire. La Fédération, au sortir de son congrès, a dû affronter, comme l'ensemble de l'organisation, la question de la réforme des retraites. Ça paraît loin comme ça, mais on était sur la réforme des retraites juste avant le Covid. Et c'était un sujet paradoxal pour la Fédération des services, avec ses syndicats. La question des retraites des salariés de nos champs n'est pas un petit sujet. Souvent confrontés à des bas salaires, des temps partiels, des périodes de chômage, les salariés touchent souvent des petites pensions quand ils partent en retraite. Cette réalité est encore plus forte pour les femmes, les travailleurs d'origine étrangère, les salariés peu diplômés. Et pourtant, si les retraites sont un sujet politique important, et un sujet économique et social, nous avons été nombreux à faire le constat que le sujet ne prenait pas toujours dans les entreprises. Les secteurs de la Fédération se sont peu mobilisés dans les manifestations. Est-ce parce que nos salariés sont trop jeunes, que la retraite est un sujet lointain, mangé par les préoccupations quotidiennes? On pourrait en débattre. Dans cette situation, entre les collectifs qui sont dans les entreprises et la Confédération qui menait les discussions à haut niveau, la Fédération a joué un rôle de pivot de la Confédération vers les syndicats et les collectifs, en aidant au décryptage des multiples versions du projet gouvernemental et en faisant connaître et partager le projet CFDT. Mais surtout, la Fédération, dans son rôle de représentation, a fait connaître vos interrogations, vos propositions et vos demandes face à ce projet. Si j'en parle maintenant, c'est parce que c'était avant la crise et c'est un sujet qui peut revenir après la crise. Mais est venu le Covid et là, bien sûr, tout a changé. Je vais y revenir assez longuement, puisque j'ai du temps. Je vais revenir sur toute l'action que nous avons menée dans la période. Et quand je dis que nous avons mené, c'est l'équipe fédérale, les 83 syndicats de la Fédération, l'ensemble des équipes d'entreprise. Mais avant, je voudrais rappeler une évidence. Nous n'attendions pas le Covid. Nous n'étions pas préparés à une crise sanitaire de cette ampleur. Nous avions plein de projets pour ce mandat. On s'était doté d'une résolution. Le bureau fédéral devait approuver le plan de travail fédéral en mars 2020. Et la réunion du bureau fédéral a été annulée puisqu'on s'est retrouvé en confinement. Et donc tous ces projets, nous avons dû au mieux les repousser, les raboter pour beaucoup, et en abandonner même certains. Et c'est quelque chose qui doit être dit et assumé politiquement, à la fois à la Fédération et puis dans vos syndicats, j'imagine. Le Covid nous a mobilisés dans des proportions inimaginables. Certains projets peuvent avoir été jugés accessoires et notre organisation ne souffrira pas profondément de les avoir repoussés. D'autres, au contraire, sont importants, sensibles, structurels. Par exemple, nous avons dû repousser le projet de rapprochement de certaines branches, de mettre ça au second plan, et de donner la priorité à l'accompagnement des salariés pris dans la tourmente de la crise. Et donc, je viens au cœur du sujet, le Covid. Qu'avons-nous fait ? Premièrement, il a fallu protéger la santé des travailleuses et des travailleurs. Beaucoup ont dit que le jour du confinement, la France s'est arrêtée. C'est faux, pas toute la France. Des secteurs entiers du champ de la Fédération des services ont été à l'arrêt, c'est vrai, du jour au lendemain. Hôtellerie, tourisme, restauration, commerce non alimentaire, la restauration collective dans le scolaire ou au premier confinement. On pourra en citer d'autres. Mais lorsque la crise a déferlé, les salariés des commerces de première nécessité ont fait face.
en faisant tourner des magasins en rupture de stock, sans protection aucune. Les ouvriers de la logistique ont fait face pour rétablir l'approvisionnement des magasins, sans protection aucune. Les aides à domicile, les salariés du nettoyage ont fait face pour désinfecter les sites qui devaient rester ouverts, pour être au domicile des personnes dépendantes, sans protection aucune. Les agents de sécurité ont fait face pour surveiller et protéger. Eux non plus n'étaient pas protégés. C'était notre première urgence à la Fédération. Protéger celles et ceux qui étaient immédiatement exposés au risque d'une contamination. Accompagner les délégués, les élus dans la revendication de masques et en attendant de gants, de gel, des vitres de protection dans les magasins. Nous avons accompagné la mise en place de fléchages au sol pour réguler la circulation, la mise en place de jauges. Bien sûr, dans ce combat syndical, la Fédération n'était pas en première ligne. Les collectifs dans les entreprises étaient au feu. Nous pouvions proposer des solutions, informer, rassurer, quand nous le pouvions. Nous pouvions surtout faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils mettent en place des régulations strictes et obligent les employeurs à s'y conformer. L'objectif principal de la Fédération était de faire infuser une idée simple. Il était impossible, avec ou sans équipement, avec ou sans protocole adapté, de travailler normalement, avec un virus mortel qui rôde. Il fallait repenser les horaires, l'organisation du travail, les rotations d'équipes, la présence des clients. Bref, il fallait s'adapter à la situation. Et il fallait le faire dans le respect des salariés qui acceptaient de prendre des risques, qui étaient obligés tout simplement de prendre des risques aussi grands, et d'écouter les représentants du personnel, bref, d'utiliser le dialogue social pour faire face. Et si pour nous tous l'interaction avec les représentants du personnel était une évidence, nombre d'employeurs ont confié aux services commerciaux ou à d'autres services les ouvertures et les fermetures des activités, plutôt qu'à des services adaptés, les services de relations sociales, écartant toute réflexion collective au passage. Le Covid, évidemment, nous a pris par surprise, comme tout le monde, et il y a eu des surprises dans la surprise. Alors des bonnes, quand on a vu des trésors de dévouement et de courage chez les salariés, les militants et même certains employeurs, et parfois de mauvaises surprises. Au cœur d'une pandémie mondiale sans précédent depuis un siècle, de grandes enseignes étaient plus préoccupées par le fait de reprendre le plus vite possible leur activité, de vendre à nouveau, de faire rentrer de l'argent, quitte à mettre en danger leurs salariés. C'était par exemple le cas d'IKEA, qui a décidé de rappeler ses salariés dès le 9 avril, en commençant par la logistique. Mais dans la période, la palme du comportement odieux est certainement revenue à Amazon. L'entreprise ne voulait pas seulement ouvrir, elle ne voulait pas seulement reprendre la livraison de ses produits. Elle voyait la pandémie comme une opportunité pour son business, une chance de conquérir de nouvelles parts de marché. Et tout le reste lui était indifférent. L'entreprise a méprisé les élus du personnel, ignoré les règles gouvernementales, l'inspection du travail, obsédée par le profit et la volonté de profiter du confinement pour tuer la concurrence. Pour venir à bout d'un comportement aussi indigne, il a fallu rien moins qu'une grève des salariés concernés et une condamnation en justice, avec astreinte, pour obliger l'entreprise à revenir à la table des négociations et à conclure un protocole sanitaire qui ne mette pas la vie des salariés en danger dans les entrepôts du groupe. Dans cette situation, probablement une des pires que nous ayons vues dans la période, l'action en justice est restée le seul moyen de faire plier l'employeur. Mais ce ne fut pas notre seule action en justice. À Carrefour Market, à Leclerc, dans les secteurs de l'aide à domicile et de la propreté, par exemple, il a fallu agir en justice. Le service juridique fédéral a agi directement ou en appui des syndicats, avec rapidité et efficacité, pour mettre ces employeurs indélicats devant ses responsabilités. Il a fallu aussi, au dehors de protéger la santé des travailleurs et des travailleuses, il a fallu préserver les rémunérations et les droits des salariés. Un autre volet de l'action fédérale s'est donc concentré sur l'information des équipes et des adhérents en matière de droit. La fédération est normalement une structure qui travaille pour les syndicats et les collectifs militants. Ça grésille un peu, non, le micro? Je touche plus à rien pourtant. Mais bon. Sa nature même fait qu'elle est peu en contact direct avec les adhérents et encore moins avec les salariés non adhérents. Nous avons donc produit, comme toujours, lorsqu'un besoin se fait sentir, des fiches, des notes,
pour outiller les équipes en entreprise. Vous êtes, j'espère, habitués, mais il faut le reconnaître, habitués à cette production fédérale qui permet d'avoir les premières informations, les premiers éclairages. Mais à période exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La Fédération a mis à disposition des équipes, des élus et des simples salariés une adresse mail par laquelle nous nous sommes efforcés de répondre directement aux questions parfois dramatiques qu'ils se posaient sur leur situation personnelle, sur leurs proches, leurs collègues, etc. Des centaines, des milliers de questions ont été traitées en mobilisant l'équipe fédérale. Le bénéfice de ces réponses n'a pas été réservé à ceux qui les recevaient d'ailleurs. Elles ont alimenté une foire aux questions qui a été largement consultée, reprise par les autres organisations CFDT et qui a bénéficié à nos adhérents, à nos militants et plus généralement à tous les salariés. Nous avons aussi travaillé à adapter la formation syndicale par la mise en place de webinaires avec nos partenaires pour sensibiliser et accompagner les élus sur les enjeux du moment dans la crise sanitaire. Ne pas laisser les militants sans information et leur permettre d'échanger sur leur réalité. Les formations pour les élus CSE, SSCT, VSST et avis CSE ont été adaptées au distanciel pour outiller les élus dans cette situation exceptionnelle. Au-delà de cette mission d'information auprès des salariés et adhérents, un autre rôle incombait à la Fédération, la défense des droits des salariés vis-à-vis des pouvoirs publics. Nous sommes une fédération exclusivement du privé. Contrairement aux fonctions publiques, ce n'est pas l'État qui fixe les salaires. Et pourtant, avec le Covid, l'État a pris en charge l'indemnisation de millions de salariés qui étaient arrêtés, notamment dans nos secteurs. La règle des 70% d'indemnisation avait pour une fois dans notre pays le principe de la simplicité. Mais elle laissait évidemment beaucoup de situations particulières sur lesquelles il a fallu agir. J'en citerai deux. La situation particulière de l'hôtellerie, secteur totalement à l'arrêt. Le temps de travail dans l'hôtellerie est de 39 heures par semaine, contrairement au reste des secteurs où il est légalement de 35 heures. La mise en place de l'activité partielle dans ce secteur s'est faite sans prendre en compte cette particularité, en réduisant fortement l'indemnité à laquelle les salariés avaient droit. La Fédération a bataillé avec les pouvoirs publics et réussi à obtenir la prise en compte du temps de travail réel des salariés de ce secteur au bout de quelques semaines. Dans l'hôtellerie toujours, mais aussi dans les cafés et les restaurants, la CFDT a négocié avec les partenaires de la protection sociale la mise en place d'un fonds solidaire qui a permis aux centaines de milliers de salariés et d'employeurs de la branche d'être exonérés totalement de cotisations pour le second trimestre 2020 et de continuer à être protégés quelle que soit leur situation. Aucune cotisation n'a été prélevée. Ce fonds solidaire a pu être créé grâce aux réserves mutualisées des partenaires de la protection sociale, sans pour autant que cela ne mette en péril le régime. Par la suite, dans de nombreuses branches, nous avons négocié la mise en place d'exonérations de cotisations, comme dans la branche des articles de sport ou dans l'habillement. Quand le gouvernement a mis en place la prime Covid, nous avons immédiatement dit que ce ne serait pas suffisant. Pour autant, nous avons évidemment accompagné les négociateurs en entreprise pour qu'ils l'obtiennent pour les salariés concernés. Les collectifs CFDT se sont heurtés à la radinerie parfois incompréhensible des employeurs. On peut comprendre que telle entreprise, secouée par la crise, hésite à donner la prime, mais on peut difficilement accepter que des enseignes, par exemple dans la grande distribution, qui venaient de faire un meilleur résultat, un résultat historique, fassent des économies de bout de chandelle en privant les salariés malades de la prime. Ou que telle enseigne de bricolage, Bricorama par exemple, ait refusé purement et simplement de la verser, malgré un chiffre d'affaires historique sur la période. Il fallait aussi sauver l'emploi. C'était la troisième action à mener en temps de Covid. Alors aujourd'hui, sur le front de l'emploi, la situation s'améliore. Pas partout, j'y reviendrai. Mais quel contraste avec la situation il y a 1 an et demi. Dans notre champ, le confinement s'est immédiatement traduit par des centaines de milliers de pertes d'emplois. Des CDD, des intérimaires, des saisonniers. Avant la première faillite d'entreprise, le plus grand plan social de France, c'était ça. Des centaines de milliers de personnes qu'il a fallu informer et, quand c'était possible, accompagner, qu'il a fallu défendre aussi. Les CDD, particulièrement les CDD d'usage, si fréquents dans nos secteurs, notamment dans la restauration, ont été, comme des intérimaires, laissés sur le carreau par les employeurs dès la première vague, abandonnés sans état d'âme pour l'immense majorité, alors que l'État acceptait de prendre en charge leur indemnisation. Aujourd'hui, les employeurs de ces mêmes secteurs se plaignent de ne pas trouver de salariés à embaucher. Mais à qui la faute? Qui a fait fuir des centaines de milliers de salariés?
La fédération s'est également beaucoup investie dans la prise en compte de la situation des salariés saisonniers. En particulier, nous avons bataillé pendant des mois avec les services publics pour obtenir qu'ils aient accès à l'activité partielle, comme l'ensemble des salariés touchés par la crise. En effet, comme vous le savez, ils en sont exclus. Longtemps, trop longtemps, jusqu'à ce que le gouvernement cède et leur accorde le bénéfice de l'activité partielle, plus d'1 an après le premier confinement. Il a fallu sécuriser juridiquement ce droit, alors que le gouvernement et son administration entretenaient un flou suspect. La fédération s'est également durablement mobilisée pour obtenir le droit des assistantes maternelles à l'activité partielle longue durée, la PLD, dont elles étaient exclues. Face à cette situation, nos revendications étaient simples. Laisser aux assistantes maternelles le libre choix de travailler ou pas, l'indemnisation de l'activité partielle à 100% si le gouvernement décidait de suspendre l'activité, le maintien durant les périodes d'activité partielle de l'abattement fiscal dont bénéficient les assistantes maternelles en temps normal. Enfin, les assistantes maternelles devaient pouvoir bénéficier d'une priorité vaccinale pour celles qui le souhaitent. Je ne touche à rien, je vous assure, je ne touche à rien. Si ça devient trop gênant, on changera de micro, parce que vous me dites, hein, ceux qui écoutent. Ce combat était un succès, même si ce succès n'a pas été total. Nous avons réussi à obtenir l'accès des assistantes maternelles à l'activité partielle longue durée, mais pas dans les conditions que nous demandions, pas dans toutes les conditions. Et bon, c'est ça aussi l'action syndicale, on ne peut pas toujours obtenir 100% des revendications. Pour limiter les suppressions d'emplois, le gouvernement a mis en place, notamment à la demande des organisations syndicales, l'activité partielle de longue durée pour que les entreprises puissent faire face aux soubresauts de la crise sans licencier. Ce dispositif intelligent, pour être mis en place, devait être négocié au niveau des branches. On a vu des organisations patronales en dessous de tout dans ces négociations. Dans les agences de voyage et dans les hôtels, cafés, restaurants, deux secteurs pourtant particulièrement sinistrés par la crise, il a fallu des mois pour arriver à un accord et des pressions au niveau du ministère du Travail. Heureusement, dans d'autres branches, les négociations se sont passées plus favorablement et la fédération, fidèle à un dialogue social courageux et sincère, loyal, a pu engager sa signature. Je pense par exemple à la branche des succursalistes de l'habillement. CDD, intérimaires, saisonniers avaient été les premières victimes de ce plan social silencieux. Après est venu le temps des PSE officiels, ceux dont on parle au moins un peu dans la presse. Pickwick, Vivarté, TUI, Elior, Regatta, Flunch, Inditex, etc. J'en cite quelques-uns, mais bien des entreprises de nos secteurs ont connu ou connaissent encore des difficultés graves et certaines ne vont pas s'en relever. Les confinements à répétition ont poussé dans le ravin des entreprises déjà en difficulté, celles des secteurs qui connaissaient avant le Covid des crises durables, commerce de l'habillement, jeux et jouets, tourisme, etc. Et on en parlait déjà dans nos différentes résolutions depuis beaucoup d'années. Dans beaucoup d'entreprises de nos secteurs, les difficultés ont été réelles, les licenciements nombreux se poursuivent. Mais beaucoup de ces PSE ont également été des actes opportunistes, dans lesquels des directions ont ressorti des tiroirs des projets qu'elles conservaient depuis quelque temps. Là aussi, la Fédération a accompagné les collectifs d'entreprises et les syndicats et développé des partenariats avec les experts pour les aider, pour les accompagner. Je viens à un autre sujet, après avoir expliqué les actions que nous avons menées en temps de Covid, protéger la santé, préserver les rémunérations et les droits des salariés, sauver l'emploi, ou en tout cas se battre pour, dans les PSE, obtenir de justes contreparties. Je viens à un autre sujet qui est en dehors du Covid, mais qui s'est quand même passé pendant le Covid, c'est la question de la représentativité. 2021 a été l'année de mesure de l'audience des organisations syndicales. C'est dire si on a affronté quand même beaucoup de sujets durant ces 2 dernières années. Alors depuis la réforme de 2008, la mesure de l'audience constitue la vérité des prix syndicales. Quelles organisations progressent, lesquelles stagnent et lesquelles régressent. La mesure de l'audience se déroulait en 2 temps, vous savez, il y a le scrutin TPE-SPE et le cycle des élections dans les entreprises de plus de 10 salariés, de au moins 11 salariés. Concernant les TPE et les SPE, donc très petites entreprises salariées de particuliers employeurs, partageons 2 constats. Oui, la participation est lamentable et un signe que ce mode de scrutin ne marche pas. Dans le champ de la Fédération des services, 2,18 millions de salariés étaient inscrits,
2,18 millions. Et 117 000 ont participé. Donc 5,4% des inscrits. Un chiffre légèrement inférieur à la participation globale. S'il y a eu des votes TPE dans 45 des conventions collectives du champ, la répartition des inscrits est très concentrée en fait. La nouvelle convention collective des assistantes maternelles et salariés particuliers employeurs représente à elle seule 47% des inscrits. Et les hôtels, cafés, restaurants, 21%. Donc à elles deux, ces deux conventions collectives cumulent 2/3 des inscrits. Leur part dans l'ensemble des votants est encore plus élevée. Elle représente 82,5% des votants. Alors quels enseignements tirer de ce scrutin? La Fédération des services, avec ses syndicats, perd 5000 voix par rapport à 2017 du fait de la baisse de participation. Mais elle reste stable en pourcentage, largement distanciée par la CGT et l'INSA et dans une moindre mesure par FO. Nous progressons dans une majorité de branches, notamment les branches où le scrutin TPE-SPE compte le plus. Nous regagnons la représentativité dans la nouvelle branche assistante maternelle salariée du particulier employeur. Le bilan très petites entreprises salariés particuliers employeurs est satisfaisant, disons-le comme ça, si on écarte la question de la participation, qui est un problème en soi, un problème démocratique, un problème d'organisation. Les résultats dans les entreprises de plus de 10 salariés sont venus renforcer cette dynamique. La CFDT a gagné environ 15 000 voix sur le champ des services, ce qui correspond à une évolution de plus 1,1% de son audience. Et c'est la plus forte progression parmi les organisations syndicales. Donc finalement, la CFDT est devenue pour la première fois la première organisation syndicale dans notre champ. Nous sommes restés la première organisation du commerce non alimentaire et devenue la première de l'industrie textile et des professions judiciaires. Autre résultat notable, nous sommes désormais la deuxième organisation du champ de l'hôtellerie, tourisme, restauration. Et dans le détail, nous progressons dans 36 branches et reculons dans 22. L'évolution moyenne est de plus de 2,66%. Et quand nous baissons de 2,90%. Et quand nous progressons de 6,27% en moyenne. La CFDT est première organisation dans 24 branches, contre 16 la dernière fois. Elle est en capacité de signer des accords seuls dans 28 conventions collectives, quand on atteint la barre des 30%. Et dans 4 d'entre elles, elle est même majoritaire, seule. Ces résultats sont bons et nous nous en félicitons. Parce que quand même, ça fait du bien de se féliciter de temps en temps, en période de Covid. Je pensais que vous alliez applaudir plus longtemps pour permettre de voir. Alors, sans démagogie, ce travail, c'est vous en fait. C'est le résultat de votre travail. C'est le résultat du travail des élus et des mandatés dans les entreprises. Ce n'est pas le travail des responsables de la fédération. Bien sûr, on a un peu concouru, on a essayé de faire des choses, on a produit, mais au fond, c'est les militants dans les entreprises qui font voter les salariés. C'est parce qu'ils ont la confiance de leurs collègues que leurs collègues votent CFDT. Et puis c'est aussi un travail de fourmi pour faire voter des salariés qui sont vraiment à l'écart du syndicalisme dans les très petites entreprises et les salariés du particulier employeur. Donc c'est vraiment votre travail, votre présence, c'est votre légitimité auprès des salariés. Alors j'en viens à la dernière partie. Je ne sais pas quel temps, je sais pas du tout où j'en suis dans le temps, mais de toute façon, tant que j'ai le micro, je le garde. On verra si la présidente fait acte d'autorité. La dernière partie, c'est préparer l'avenir. Préparer l'avenir en tenant compte des enseignements qu'on peut tirer dans la crise sanitaire, puisqu'on peut tirer quelques enseignements avec le Covid, et puis parce qu'on a quand même des projets qui peuvent être menés malgré le Covid, ou parce que nous voulions ces projets-là avant le Covid et qu'ils sont possibles. Alors d'abord, je voudrais parler de la reconnaissance des salariés essentiels. Que ça, c'est directement lié à la crise sanitaire. Enfin, finalement, elle a révélé quelque chose qui était vrai avant, c'est-à-dire qu'ils étaient essentiels avant le Covid. C'est simplement le Covid qui a fait qu'on a pris conscience qu'ils étaient essentiels. Alors, ça l'a été dit et répété, je l'ai souvent répété dans les interventions des syndicats, je l'ai souvent répété au Bureau national, je l'ai souvent répété dans la presse, la crise,
elle est inégalitaire. Il y a ceux qui en ont bénéficié, puisqu'il y a des entreprises qui ont progressé, il y a ceux pour qui ça a été une catastrophe. Donc il y a des entreprises pour qui c'est positif, d'autres pour qui c'est négatif. Et la forme que prend la reconnaissance des travailleurs essentiels est tout autant inégalitaire. La reconnaissance de la place qu'occupent les travailleurs essentiels fait partie des priorités, et si j'en parle maintenant, c'est parce que notre action doit s'inscrire dans la durée. Donc nous préparons l'avenir. Sur les 15 branches retenues selon les critères qui font consensus, 7 branches dépendent de notre champ. 7 sur 15. Alors, après les beaux discours, l'action des employeurs oscille dans beaucoup de nos secteurs entre l'insuffisant et le scandaleux. Dans le commerce alimentaire, la partie employeur joue la montre en reléguant les négociations de branche au printemps 2022. Les salariés ne sont pas dupes et la grogne monte. Au mouvement social à Auchan s'ajoutent désormais à Carrefour, tout récemment, les premiers résultats de la deuxième opération Je note ma boîte, qui traduisent concrètement l'insatisfaction des salariés, puisque, de mémoire, la note est passée de 4,5 à 4,1 sur 10, pas sur 5. Dans les branches de sous-traitance, la propreté et la restauration collective, il est également impossible d'arriver à un accord satisfaisant avec les employeurs. La situation est d'autant plus critique dans nos secteurs avec le redécollage de l'inflation. Elle devrait atteindre 2% dans les derniers mois de 2021, avec 2 conséquences. Une première conséquence collective, l'inflation va grignoter le pouvoir de vivre des salariés, surtout ceux pour qui la négociation salariale est en panne dans leur entreprise. Et la deuxième, c'est que les premiers échelons de nombre de nos conventions collectives vont se retrouver sous le niveau du SMIC, ce qui est déjà le cas dans beaucoup de conventions collectives. La situation décrite plus haut, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration ou dans les services aux particuliers, ne risque-t-elle pas de s'étendre à d'autres secteurs? Je vous disais qu'il y avait des salariés qui ne voulaient plus revenir, des salariés qui ne veulent pas connaître ces métiers-là et les exercer. La pénurie de recrutement dans le commerce, si c'était pour demain. Nous nous battons sur tous les fronts, y compris contre le gouvernement sur ce sujet, parce qu'il se montre particulièrement hypocrite s'agissant des rémunérations des salariés de nos champs. D'un côté, le gouvernement interpelle les employeurs pour qu'ils relèvent les salaires. On a entendu un ministre de l'économie dire au patronat réuni en université syndicale « augmenter les salaires ». Bon, c'est facile pour lui, parce que ce n'est pas l'État qui va augmenter les salaires. De l'autre, il utilise par manque de courage son administration pour réduire le rôle de régulation en branche des organisations syndicales et patronales. En effet, la fédération est en contentieux avec l'administration, mais qui agit sur ordre du gouvernement. On n'a rien contre la Direction générale du travail. Le problème, c'est la ministre du Travail, et puis le gouvernement, et le Premier ministre et le Président de la République qui lui disent ce qu'il faut faire. Et on est en contentieux au sujet de l'accord rémunération de plusieurs branches, dont le commerce à prédominance alimentaire. La Direction générale du travail dénie aux partenaires sociaux le droit de fixer le montant et la nature des salaires conventionnels, qu'on appelle maintenant salaire minimum hiérarchique, mais retenez salaire conventionnel ou salaire minimum hiérarchique, c'est la même chose, considérant que nous devons simplement fixer des salaires de base, sans complément, qui relèveraient toujours du niveau de négociation de l'entreprise. Si cette interprétation s'imposait, ce serait désastreux. Dans les secteurs où les compléments du salaire de base, liés à la profession, comptent pour une part importante de la rémunération, il serait possible alors d'y déroger par accord d'entreprise. Ce serait la porte ouverte au dumping social généralisé, alors que la pression sur les salaires est déjà forte dans nos secteurs. Nous considérons que le niveau de la branche est le bon niveau d'action. Et donc c'est pour ça aussi qu'on est dans ce contentieux. On aura la réponse dans vraiment quelques semaines, tout au plus. Nous proposons une revalorisation globale des métiers essentiels en agissant sur plusieurs leviers. Les rémunérations, les conditions d'emploi, pour lutter contre les contrats courts, les temps partiels subis, qui sont surreprésentés justement dans ces branches, c'est pas un hasard. Les conditions de travail, le temps de travail et en particulier la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'horaires décalés. L'amélioration de l'accès à la formation et la notion de représentation collective et de dialogue social. Parce que dans ces branches-là, c'est aussi assez compliqué d'organiser la représentation collective ou d'organiser le dialogue social. Notre stratégie bute sur des obstacles.
Alors, la doctrine du gouvernement voulant empêcher de fixer librement des salaires conventionnels, ça je viens de le dire, l'incertitude sur notre capacité de mobilisation. Les travailleurs essentiels sont souvent les travailleurs invisibles dans des entreprises variées, pas toujours solides, avec un taux de syndicalisation très bas. Je suis certain que des propositions d'action ne manqueront pas dans vos prises de parole parce qu'il y a une mobilisation à mener pour rendre visibles ces salariés invisibles. La structuration des politiques de rémunération et du partage des richesses est renforcée par une politique de baisse du coût de main-d'œuvre. C'est un autre problème. Les travailleurs évoluent dans des secteurs où la main-d'œuvre représente la part principale des coûts des entreprises. Je pense au nettoyage, à la sécurité, les services à la personne. Et la pression sur les salaires est à son comble. Nous avons réitéré une revendication qui date de longtemps, qu'on retrouve dans nos textes il y a plus de 20 ans. C'est la conditionnalité des aides en fonction de l'existence d'un accord de branche visant à valoriser les métiers essentiels. Et ça, c'est vraiment une revendication de longue date et on commence maintenant à en entendre parler même dans l'opinion publique. Peut-être que là, il y a eu cette prise de conscience grâce au Covid que justement dans les branches où on trouve les travailleurs essentiels, il y a des aides données aux entreprises qui sont des trappes à bas salaire puisque on a plus d'aides si on maintient les salariés au niveau du SMIC et on parle aujourd'hui de les reconnaître aussi dans leur rémunération. Donc là, il y a vraiment un problème, il y a un nœud, il va falloir le dénouer. Alors une lueur d'espoir à l'horizon pour un de nos secteurs qui en a le plus besoin, parce qu'il faut quand même aussi se donner un peu de baume au cœur, hein, sinon on va tous, ça va être un petit peu catastrophique au niveau de l'ambiance. Donc l'aide à domicile du secteur privé. Les mesures annoncées par Jean Castex dans le cadre d'un plan en faveur de l'autonomie des seniors laissent entrevoir une reconnaissance des aides à domicile du secteur privé. Enfin, alors que ces salariés, des femmes, en très grande majorité, étaient les grandes oubliées de l'avenant 43 qui sera applicable dès le 1er octobre 2021, vous en avez entendu sûrement parler, mais plus 15% de salaire, les aides à domicile du secteur privé vont aussi pouvoir compter sur une revalorisation de leur salaire avec le plan pour l'autonomie des personnes âgées. La revalorisation de la rémunération des aides à domicile du secteur privé marquerait concrètement cette reconnaissance tant attendue par les salariés et devrait améliorer l'attractivité du secteur qui en a bien besoin. Autre sujet d'avenir, le tourisme durable, qui est un peu les prémices d'une transformation profonde de nos secteurs et de nos métiers. Préparer l'avenir, c'est transformer un secteur en crise pour qu'il se développe durablement. Le tourisme durable est à portée de notre pays, qui est la première destination touristique mondiale, grâce sûrement à la Côte d'Opale. La Fédération participe à la construction de la politique nationale pour un tourisme durable, impliquant les services de l'État, les collectivités, les associations et les entreprises au sein de la filière du tourisme. Nous sommes très présents. Parmi les mesures à prendre, nous revendiquons un partage des richesses plus favorable aux salariés afin d'améliorer l'attractivité du secteur, pourtant majeur dans l'économie française. C'est 7% du PIB, le tourisme, avant la crise sanitaire. Une formation continue, autre revendication, pour changer les pratiques des professionnels, le comportement des clients et globalement l'offre touristique. Nous revendiquons également des investissements visant à rénover les hébergements touristiques dans le cadre de la transition écologique, l'accès facilité aux petites entreprises aux dispositifs de financement pour des projets touristiques durables. L'empreinte de la crise sanitaire sera durable et structurelle, parce qu'elle exacerbe les inégalités qui existaient déjà. En dehors des problèmes conjoncturels que j'ai évoqués et que des entreprises ont vraiment connus, mais elles ont certaines dépassé ces problèmes une fois levées les mesures sanitaires les plus dures. Des secteurs restent lourdement touchés alors qu'ils étaient déjà confrontés à des transformations. La Fédération a réagi, bien sûr, en accompagnant des collectifs et des mandatés dans l'exercice de leur mandat en entreprise. Nous avons aussi contribué au débat et aux négociations avec tous les acteurs du champ social. Nous savons ce qu'il faut faire si on ne veut laisser personne sur le carreau et réduire les inégalités. Adapter l'aide à l'emploi et à la formation et favoriser les conversions professionnelles. Financer une protection sociale inclusive en pensant aux indépendants, aux isolés, aux situations atypiques. Investir dans les emplois productifs, cibler les plus vulnérables. Cette politique exige des actions concrètes dans les branches, et nous sommes engagés, mais il faut trouver des interlocuteurs qui sont prêts aussi à s'engager. Et dans les entreprises. Là aussi,
c'est pas toujours facile de trouver un interlocuteur. Je voudrais vous parler du dispositif Transco assez rapidement. Alors, pourquoi je vous en parle là? C'est parce que c'est un dispositif qui est quand même assez nouveau, hein, il date de cette année, et il est le fruit d'un travail tripartite entre le gouvernement, les organisations patronales et les organisations syndicales. Les employeurs, avec les représentants syndicaux, sont incités à partager l'anticipation des mutations à l'œuvre et à venir évaluer les conséquences sur les emplois dans l'entreprise. Emplois fragilisés pour certaines entreprises et les besoins de recrutement pour les autres. Si un accord est trouvé, la gestion des emplois et des parcours professionnels, qu'on appelle la GEPP maintenant, est établie et il est possible alors de proposer un accompagnement renforcé des salariés pour une reconversion dans le même bassin de vie, à l'issue d'un parcours de formation qui peut aller jusqu'à 24 mois. On évite des licenciements, on favorise l'embauche de salariés formés et bien informés sur le métier pour lequel ils se sont formés, puisqu'ils connaissent même l'entreprise où ils peuvent aller. Les salariés bénéficient d'une formation solide et perçoivent une perspective professionnelle concrète. Comme l'État finance tout ou partie du projet de reconversion, rémunération et formation, on peut dire que ce dispositif est plutôt favorable aux salariés et donc nous devons tout faire pour inciter nos représentants à négocier la GEPP et ensuite Transco change la donne en offrant une deuxième étape articulée à la première. Nous en avions parlé lors de la rencontre des syndicats mais en visioconférence. Donc c'est une sorte de petit rappel. Et puis le fait d'être là ensemble physiquement, c'est quand même plus pratique pour retenir les informations et les idées. La structuration d'un secteur d'avenir, je change de sujet, puisqu'on parle d'avenir, la structuration d'un secteur d'avenir, c'est les salariés du particulier employeur et de l'emploi à domicile. Nous proposons un nouveau nom pour ce champ. Donc les salariés du particulier employeur et de l'emploi à domicile, ça donne SPEED. Donc S-P-E-E-D. C'est une sorte d'annonce, je profitais du CNF pour le faire. Notre place est d'être en amont des problèmes que vous pouvez rencontrer dans l'aide que vous avez à apporter aux salariés du secteur SPEED. Et notre ambition est de vous rendre autonome pour la défense individuelle et collective de ces salariés. L'accompagnement des salariés n'est pas facile, nous le savons. Nous en sommes bien conscients à la Fédération. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s'empilent avec plein d'aides et de dispositifs qui s'entremêlent et c'est vraiment compliqué. C'est technique. Mais les salariés du particulier employeur et les assistantes maternelles sont à ce jour isolés dans notre organisation. Il apparaît judicieux de les organiser en sections autour d'un référent qui informera ses salariés, fera le lien avec le syndicat et assurera le développement. Et la fédération pourra vous aider à structurer ces sections. L'enjeu est important. Les services à la personne emploieront toujours plus de salariés à l'avenir et le cadre social continue de se construire. Alors, j'en suis sûr, nous en reparlerons de ce projet. Autre sujet d'avenir, les indépendants, avec la création d'unions pendant la période depuis le Congrès fédéral. Le ministère du Travail l'a annoncé, des élections se tiendront en 2022 pour que les travailleurs des plateformes aient des représentants. La fédération devra être moteur avec l'aide des unions régionales, de tout l'interprofessionnel, pour que la CFDT prenne toute sa place via union. C'est un enjeu pour la fédération en 2022. Sujet qui ne sera pas simple parce qu'il n'est pas naturel pour un syndicaliste de prendre soin des travailleurs de plateforme qui font concurrence aux salariés des secteurs qui les emploient. Et pourtant, nous ne pouvons pas laisser la place aux autres organisations syndicales déjà très implantées sur le terrain. Aujourd'hui, les plateformes tutoient de plus en plus largement les secteurs des services. Restauration, livraison de repas, aide à la personne, garde d'enfants, livraison de repas produits par des cuisines centrales, etc. Alors le sujet occupera sans doute durablement nos échanges. Autre sujet d'avenir, le télétravail. Alors le télétravail produit des inégalités. Des inégalités sur les conditions de télétravail et sur la question du coût. La qualité de vie au travail est un sujet qui ne peut pas être dissocié du sujet télétravail et le fait de travailler à domicile fait ressortir les inégalités d'équipement, de logement, de confort, d'environnement, etc. Et puis il y a des inégalités dans sa mise en place, parce que le télétravail n'est pas toujours mis en place par le dialogue social. Et se posent aujourd'hui plein de questions.
n'a pas toujours des réponses simples à des questions complexes comme le contrôle de ce travail, de ce télétravail, comment on mesure le télétravail, comment on évalue. Et les difficultés rencontrées dépendent non seulement de la taille de l'entreprise, mais elles dépendent des services qui la composent, des métiers des salariés concernés, elles dépendent également de leur expérience ou de leur niveau d'autonomie. Pour mettre en œuvre un télétravail à la fois économiquement performant et épanouissant pour les salariés, les entreprises ne devront donc pas seulement définir un nombre de jours éligibles ou calculer le nombre de mètres carrés économisés en locaux, elles doivent nécessairement s'interroger sur la manière dont le travail est organisé et contrôlé. Bref, elles devront aussi engager une réflexion sur les modes de management. Pour les plus réticentes, il faut y voir une opportunité majeure d'ajuster une organisation qui était déjà en partie inadaptée avant la crise. Alors je conclus, bon, il faut conclure quand même. Vous donnerez le pouls de l'organisation par vos interventions. Nous faisons, pour notre part, le constat que les militants, et vous, les responsables de syndicats, avaient tenu et permis à la CFDT de prouver son utilité auprès des salariés qui nous font plus confiance aujourd'hui. Les sondages le prouvent. Mais les attentes sont immenses, encore, et nos moyens humains et matériels limités. Deuxième fédération de la CFDT, nous ne bénéficions pas de mise à disposition gratuite, comme beaucoup d'autres fédérations et beaucoup de champs fédéraux. Les 83 syndicats sont animés en partie grâce à l'engagement bénévole. Alors c'est fragile et c'est préoccupant. Plus que jamais, le droit syndical est un sujet de négociation vital pour nos structures. Plus de temps de délégation, voire des détachements élargis, des prises en charge des déplacements, l'accès au courriel professionnel pour des mailings, voilà quelques mesures que nous aimerions dans des accords de droit syndical. Malheureusement, notre champ professionnel n'est pas en la matière le paradis du dialogue social. La mutualisation avec les autres organisations, CFDT, n'est pas un vain mot. Le projet ARC, accompagnement, ressources, conseils, certes à améliorer, vous le direz sans doute tout à l'heure, concrétise l'esprit de notre syndicalisme. Afin de garder notre autonomie et de disposer de plus de marge d'action, la syndicalisation et la fidélisation devront donner des résultats avec la reprise que nous espérons tous, mais dans un monde que nous souhaitons différent après le Covid, plus juste. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier pour ton intervention qui nous éclaire sur tout le travail qui a été fait et par les équipes et par la Fédé sur ces 2 dernières années. On va passer à l'intervention des syndicats et donc je vais inviter les personnes qui se sont inscrites, mais je rappelle que les syndicats qui n'auraient pas encore communiqué leur souhait d'intervenir peuvent le faire en se manifestant au bureau de séance. Un rappel sur le fonctionnement. Dans l'idéal, une intervention dans les pas plus de 8 minutes serait la bienvenue. Et une fois que vous aurez terminé, on souhaite pouvoir récupérer cette intervention. Si vous pouvez la remettre à Swat, ce serait parfait. Donc dans les syndicats qui se sont inscrits, je vais appeler le syndicat des services de la Gironde. Et donc l'intervenant est Max Léandre de Douala et Coca. Et se préparera ensuite le syndicat interdépartemental du commerce, le SICO, qui nous font une présentation à double voix. Et donc il y aura Arnold Mabongo et Maude Alarjoli qui se présenteront ensuite. Max, c'est à toi. Max n'a pas de chapeau aujourd'hui. On accueille Frédéric. Merci beaucoup, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de me présenter. Je suis Frédéric Coiffard. Je travaille à Auchan Bordeaux-Meyadec. Je suis déléguée syndicale, élue au CSE, référente sur le sexisme et le harcèlement sexuel au travail. Nous souhaitons tout d'abord remercier le syndicat des services Côte d'Opale
pour cet accueil à l'occasion de la première édition du CNF de cette mandature. Cela nous permet de nous oxygéner après un long moment de confinement. Le thème de notre CNF n'est-il pas oxygène? N'oublions pas notre fédération qui a réussi à organiser ce Conseil national fédéral dans ce contexte sanitaire si particulier. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que nous naissons tous égaux en droits et devoirs. Adopté le 15 octobre 2020, en Conseil national confédéral, la Charte pour l'égalité femmes-hommes, qui a pour but de garantir que chaque personne soit respectée en tout lieu et toute situation, ceci pour nous permettre de vivre et de travailler ensemble. Le 6 juillet 2021, 178 structures CFDT ont signé la Charte d'engagement pour la prévention des violences sexistes et sexuelles. Béatrice Lestic, secrétaire nationale en charge du dossier, avait précisé qu'il ne s'agit pas d'un sujet d'éthique ou de morale, mais d'un sujet politique, s'inscrivant dans un rapport de domination hiérarchique et de domination masculine. Notre fédération, quant à elle, affirme que la prévention contre les violences sexistes et sexuelles au travail est pour la CFDT un volet central de l'action syndicale. Des milliers de salariés, dont une majorité de femmes, y compris d'apprentis, sont parfois victimes de violences sexistes et sexuelles sur leur lieu de travail. Notre champ d'application est le secteur des services, qui est amplement impacté. En Gironde, il y a plusieurs associations qui accompagnent les victimes. C'est donc dire que cette situation est récurrente. L'honnêteté d'esprit nous oblige à dire qu'il faut se réveiller. Notre fédération, de son côté, nous informe via les revues de presse, la foire aux questions, etc., sur la démarche à suivre. En tout état de cause, il n'est pas inutile de rappeler que l'égalité femmes-hommes, c'est de vivre sans violence. Et vous l'avez bien compris. Pourquoi dédier le 8 mars la Journée internationale de la femme, alors que cela devrait être tous les jours? Dans 6 mois, nous aurons le droit de choisir notre prochain président de la République, acte civique, citoyen, garant de notre République. Il nous semble opportun que notre fédération interpelle les candidates et candidats, sauf celles et ceux qui ne respectent pas nos valeurs, de travailler avec acuité sur l'égalité femmes-hommes. Ayant eu dans mon entreprise un cas de harcèlement sexuel et n'ayant pas eu de formation sur ce thème, j'ai dû faire au mieux pour résoudre cette situation complexe et aider ma collègue. Il est donc plus que nécessaire de mettre à l'ordre du jour de nos syndicats des formations sur le sexisme et le harcèlement sexuel au travail. Que nous soyons membres d'un CSE, représentants de proximité ou responsables syndicales, assurer notre mandat est un défi au quotidien. Il nous faut connaître nos prérogatives et maîtriser le cadre juridique qui nous permet d'agir afin de pouvoir défendre au mieux les intérêts des salariés, sans oublier d'être en capacité d'analyser les éléments financiers, ressources humaines et liés aux conditions de travail qui nous sont présentés pour challenger les décisions prises par l'entreprise. À l'heure où de larges pans du droit encadrant le travail dépendent de la négociation d'entreprise, les enjeux sont plus importants que jamais. Nous former tout au long de nos mandats est plus qu'essentiel afin de renforcer, développer et acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de nos missions, nos prérogatives et nos fonctions. La formation est l'occasion unique de consolider nos connaissances, de monter en compétences et d'échanger avec d'autres élus et responsables syndicaux. Avant et pendant la crise covidaire, nous avons négocié les protocoles d'accords préélectoraux, parfois sous la contrainte. Rares sont les sections syndicales de la Gironde qui n'ont pas eu plus de 50% de représentativité, d'où notre progression en termes d'adhérents. Notre fédération aussi a travaillé sous contrainte. Maintenant que la couverture vaccinale commence à prendre la vitesse de croisière, il est temps de ne plus laisser au temps son temps. Cela n'échappera pas à la sagacité de notre fédération. Merci de votre aimable attention. Bon Conseil national à tous et à toutes. Merci Frédéric.
J'appelle Arnold Desmaudes pour le syndicat SICO et se prépare Stéphane Petit-Demange pour le syndicat Meurthe-Moselle-Meuse. Ça fonctionne? Ah, bonjour à tous. Je me mets mieux comme ça? Au milieu? Bonjour à tous. Alors, le SICO a sollicité cette prise de parole au Conseil national fédéral de Dunkerque 2021, car notre syndicat a à cœur de valoriser le travail accompli tout en gardant de vue le chemin qui reste à parcourir. Pour ce faire, nous n'interviendrons que sur 3 axes. D'abord, comment le travail effectué par la Fédération a accompagné notre syndicat pendant la crise sanitaire. Ensuite, les actions mises en œuvre par le SICO avant et pendant la crise sanitaire. Et enfin, l'évolution des métiers du commerce en Île-de-France, leurs conséquences et les attentes de notre syndicat envers la Fédération pour construire des solutions mutuelles pour demain. Pour le SICO-CFDT, il ne fait aucun doute que nous avons une région parisienne et une fédération des services présente qui s'inscrit dans la dynamique de notre organisation syndicale, la CFDT, par la volonté de se réformer pour s'adapter au mieux aux besoins de notre activité syndicale. Dès les premières semaines de la pandémie, la fédération de services a mis en place des supports pédagogiques d'information sur l'évolution législative et des tutoriels sur comment négocier des APC, des APLD, des plans de reprise ou de continuité d'activité qui ont aidé nos militants à agir sur le terrain. Pour cela, nous remercions la Fédération des services, même si nous avons pu regretter l'absence de formation des militants du fait de la Covid. Nous saluons la mise en place des webinaires par la Fédération et ses partenaires qui ont pu pallier à ce manque. La Fédération des services, dans sa relation avec les syndicats commerce SICO-CFDT, est un soutien indispensable qui a su valoriser les actions que nous avons menées sur ces dernières années, aussi bien sur ses réseaux sociaux ou sa presse écrite. Alors, sur les actions, nous n'en citerons que quelques-unes, telles que la Works Party organisée la veille du 1er mai, qui est un événement à destination des jeunes. La Works Party a permis, dans un cadre non conventionnel, de présenter la CFDT à un public de jeunes peu familiarisés au syndicalisme. Nous échangeons autour de stands informatifs, de sketchs construits sur des sujets de lutte syndicale et de nos valeurs. Et cette animation à destination des jeunes salariés franciliens se terminait par une soirée festive avec profusion de goodies CFDT. Nos dernières éditions ont réuni plus d'1 millier de jeunes salariés chaque année, ce qui nous a permis de faire du développement syndical. Autre action, dès le mois d'avril 2020, pendant le premier confinement, pour endiguer le climat anxiogène et le flou juridique autour des mesures de sécurité à appliquer pour nos salariés essentiels du commerce en première ligne, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, car au nom de l'intérêt général, ils ont été exposés par le travail à des risques de contagion pour eux et leurs familles. Nous avons organisé de manière hebdomadaire des rencontres virtuelles animées par des experts tels que Maître Marc Robert pour le juridique ou l'économiste Frédéric Gardin sur les questions de consultation obligatoire ou encore le sociologue Christophe Bertossi sur les questions de vivre ensemble. Ces animations, que nous continuons encore aujourd'hui, ont permis à un moment où la présence du syndicat était essentielle d'informer et de rassurer nos adhérents, mais aussi d'accompagner et de soutenir nos militants avec une veille juridique actualisée au fil des décrets et expliquée par des experts. La Fédération des services, invitée, y a assisté à plusieurs reprises. Encore plus récemment, une autre action, la Fédération a marqué sa présence en se mobilisant avec nous lors des actions à destination des salariés, saisonniers et des jeunes que nous avons portées tout le mois d'août dernier avec le syndicat HTR Île-de-France. Dans les métiers du commerce, la crise sanitaire a favorisé l'accélération de la digitalisation des espaces de vente et la robotisation des entrepôts de marchandises. Par ailleurs,
La présence des entreprises du commerce de détail sur les espaces de e-commerce a été un marqueur différentiel entre celles qui avaient une plateforme en ligne et ont pu ainsi maintenir leur chiffre d'affaires, voire même, pour certains, le développer, et celles qui en étaient dépourvues, qui, elles, ont perdu des parts de marché, voire même disparu. Avec la crise sanitaire, dans les métiers du commerce, la digitalisation devient un point vital. Il remet en perspective le développement même des espaces physiques de vente et ainsi l'avenir professionnel des salariés qui exercent actuellement. Et rend plus que jamais indispensable les actions syndicales qui apportent aux salariés l'information sur le maintien de l'emploi et dans l'employabilité. Les ressources de la Fédération des services sur la formation syndicale et la négociation en branche nous seront très utiles. En plus de renforcer les métiers du commerce, la précarisation des emplois et tendre les conditions de travail, devenues plus que jamais source de risques psychosociaux, la crise sanitaire a aussi mis en avant l'inégalité face à l'accès au logement des plus précaires, à une période où pour certains, leur domicile devient un nouvel espace de travail avec le télétravail. C'est pourquoi le rôle de négociation de nos militants en CFDT doit être alimenté par des plateformes claires et exhaustives en matière de télétravail, de rémunération ou de qualité de vie au travail. Pour notre syndicat, une synergie entre la fédération et les syndicats de son champ sur tous ces sujets devient impérative pour proposer des solutions et des supports d'information en commun à destination de tous nos adhérents. Alors, en conclusion, le duo commence. Parce que nous croyons à la nécessité d'une solidarité entre toutes les structures de la CFDT et que la Fédération des services, par ses actions, y contribue, nous, le SICO CFDT, tenons ici à rappeler avec force que parce que seuls nous avançons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin, il est nécessaire de maintenir ces liens dans la durée. Sans perdre de vue, comme le disait Nicole Notat, que les vraies transitions sont celles qui partent du réel. C'est pourquoi, pour le SICO, les syndicats proches du terrain restent à la base de l'évolution du syndicalisme et de la relève. Merci beaucoup Maud et Arnold. J'accueille Stéphane du syndicat Service Meurthe-et-Moselle-Meuse et se prépare Estelle Silberman du syndicat des services Loire-Haute-Loire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Les employés de la grande distribution, dans les hôtesses de caisse, les agents d'entretien, les agents de la prévention sécurité et tous les autres salariés dits de deuxième ligne ont continué à travailler pendant le premier confinement, en étant particulièrement exposés au risque de contamination. Et si les soignants, en première ligne, ont bénéficié à juste titre d'un train de mesure dans le cadre du Ségur de la santé l'été dernier, avec à la clé de revalorisation salariale et de carrière, ces travailleurs de deuxième ligne attendent toujours la concrétisation de la promesse faite dès le printemps 2020 par le gouvernement de les prendre mieux en compte. Au premier confinement, les structures avaient du personnel, mais pas les équipements. Et au deuxième, ils avaient les équipements et pas ou peu de personnel. 632 957 salariés du commerce à prédominance alimentaire et 4,6 millions de salariés du privé hors secteur médical, soit 17 professions, ont continué à travailler sur site pour continuer à apporter à la population les services indispensables à la vie quotidienne. Des travailleurs de la deuxième ligne qui souffrent d'un déficit global de qualité de l'emploi et du travail, salaire et rémunération, conditions d'emploi, conditions de travail, horaires et conciliation vie familiale et professionnelle. Dans les métiers de contact avec les clients, les femmes sont surreprésentées, 82% des hôtesses de caisse et employés de libre service. En moyenne, ces travailleurs
sont deux fois plus souvent en contrat court que l'ensemble des salariés du privé, perçoivent des salaires inférieurs de 30% environ, ont de faibles durées de travail hebdomadaires, connaissent plus souvent le chômage et ont peu d'opportunités de carrière. Pour autant, ces salariés de la seconde ligne savent que leur métier se transforme et cela ne les a pas empêchés pendant ces années de pandémie de faire leur travail. Pour les remercier de leur dévouement en 2020, la plupart des enseignes les ont récompensés par la prime Macron. Cette année, cela ne semble pas d'actualité. Et pourtant, la pandémie a enrichi certaines branches d'activité et dans le même temps en a fragilisé d'autres. Ces salariés se sont aujourd'hui abandonnés, hissés au rang de héros du quotidien. Aujourd'hui, ce sont les oubliés du Covid-19. Beaucoup d'entre eux rêvaient d'une reconnaissance, d'un monde meilleur. Pourtant, ces travailleurs de l'ombre ont fait que notre pays n'a pas sombré. Aujourd'hui, qui se souvient de leur dévouement? J'entends encore notre gouvernement les porter en héros en leur promettant des meilleurs salaires et des conditions de travail optimales. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Depuis peu, le gouvernement incite les branches professionnelles à se pencher sur ces problématiques. Belle et louable initiative, mais que va-t-il en sortir? Les représentants du patronat laissent entendre qu'il va être compliqué d'augmenter les salaires, qui sont pourtant pour cette catégorie de travailleurs le nerf de la guerre, pour vivre décemment de leur travail. Quelles solutions pouvons-nous leur apporter? Privilégier la qualité de vie au travail? Obtenir des revalorisations salariales? Ou bien encore faire disparaître le temps partiel subi? Vaste chantier où j'entends déjà les employeurs se plaindre du coût de ces mesures. Une guerre d'usure a commencé. Les premiers résultats commencent à arriver, et comme on pouvait s'y attendre, certaines branches, comme la propreté, la grande distribution, n'ont pas joué le jeu. Les résultats de ces négociations ne sont tout simplement pas dignes des salariés qui composent ces branches d'activité. Dans la grande distribution, le patronat propose une revalorisation de 0,75 pour la plupart des niveaux. Dans ce secteur, nous sommes bien loin des attentes et des promesses. Enfin, dans la propreté, où l'attente est encore plus grande, le patronat a proposé des augmentations de salaire à hauteur de 1,6, alors que l'inflation a augmenté de 1,9. Un accord sur la classification, qui fait passer les agents concernés de la 30e à la 29e place, avec un gain de 0,3%. Et le pire, c'est qu'ils ont osé proposer un contrat intermittent. Un contrat qui permet plus de flexibilité pour les employeurs et plus de précarité pour ces salariés. On ne peut être choqué par ces chiffres et ces propositions qui reflètent malheureusement le climat actuel et l'état du dialogue social dans notre pays. Nous nous réjouissons de l'attitude de la CFDT dans cette branche gangrénée depuis bien trop longtemps par le clientélisme de certains partenaires. Qu'attend alors notre gouvernement pour intervenir? Il peut éviter les propositions indécentes des employeurs en conditionnant le versement des aides publiques à un dialogue social de qualité. En tant qu'acteur économique, il peut aussi, comme les collectivités territoriales, changer les modalités de la commande publique en cessant de tirer les prix vers le bas. Malheureusement, pour le moment, cela n'est pas d'actualité. Pour finir, les employeurs se réfugient derrière l'augmentation du SMIC pour éviter des hausses de salaire. L'augmentation du SMIC s'accompagne d'une hausse des prix qui va pénaliser les plus faibles. Cette hausse va avoir pour conséquence de lisser les salaires vers le bas. Une inflation galopante qui risque de perdurer en 2022. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une hausse du SMIC comme solution pérenne. Il nous faut trouver d'autres leviers pour qu'enfin les travailleurs et travailleuses de notre pays sortent de la précarité. La CFDT, en tant que première organisation syndicale, a toute sa place et la légitimité pour influer un nouveau modèle social. La solution ne serait-il pas de la substituer à un revenu universel ou encore à un revenu universel d'activité? On est en droit de se poser la question au vu de la situation économique, de la pauvreté qui ne cesse d'augmenter. Un vaste chantier s'offre à nous. Soyons acteurs de cette transition économique. En tant que première force syndicale, c'est notre devoir de répondre présent, de remplir notre rôle de corps intermédiaire en montrant que par un dialogue social de qualité, nous pouvons améliorer le quotidien des millions de salariés. C'est notre force, notre ADN. Je tiens à remercier la Fédération des services de nous avoir accompagnés et éclairés pendant toute la période Covid, et je vous souhaite un excellent Conseil national fédéral. Merci.
Merci beaucoup Stéphane. J'appelle Estelle pour le syndicat des services Loire-Haute-Loire et se prépare Christian Picard pour le syndicat des services Haute-Normandie. Et ensuite, nous prendrons notre pause déjeuner. Bonjour à tous. C'est avec plaisir que je monte à la tribune aujourd'hui pour représenter le syndicat Commerce et Services Loire et Haute-Loire. Je ne connaissais pas Dunkerque, qui est la Côte d'Opale en général. C'est très beau. C'est surtout très loin de chez nous, mais c'est très beau. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans cette belle région. Chers collègues, nous le vivons tous et toutes dans nos syndicats. La crise sanitaire évolue vers une crise sociétale, économique et syndicale. Dans le secteur commerce et services, nous constatons une fragmentation du marché du travail et de la concurrence sur plusieurs secteurs d'activité fortement impactés par cette crise. L'ubérisation de ces secteurs d'activité se fait évidemment au détriment des salariés, les tirant vers le bas dans leurs conditions de travail et en droit social. Dans la Loire et la Haute-Loire, nous constatons, pour les entreprises de la propreté, des clients qui, lors de chaque appel d'offres, font passer les critères économiques avant les critères qualitatifs et sociaux. Les salariés de ces secteurs sont de plus en plus ballottés entre des employeurs de moins en moins scrupuleux, précarisant davantage leur situation. L'entreprise La Salle, groupement scolaire employant des salariés de la propreté dans la Loire, n'a pas hésité à vendre au rabais ses salariés à l'entreprise Internet. Une société de nettoyage plus scrupuleuse en matière de droit social. D'ailleurs, dès le premier mois d'intégration à cette société, une de nos adhérentes qui tentait de faire respecter les clauses de transfert entre les deux sociétés se voyait convoquée à un entretien préalable au licenciement pour un motif évidemment fallacieux. La politique de la terreur est couramment utilisée par ces entreprises afin de museler les salariés et de faire taire la moindre contestation. La société Loire Service Nettoyage s'illustre également dans cette pratique avec, sur la même semaine, pas moins de 5 entretiens préalables au licenciement. L'objectif de casse sociale est dans ce cas flagrant. Le syndicat Commerce et Services Loire et Haute-Loire a su faire barrage à ces pratiques véreuses grâce à des militants formés et impliqués sur le terrain, conseillers du salarié, défenseurs syndicaux, permanents juridiques. Mais lutter contre ce tsunami antisocial s'annonce particulièrement difficile. Les sociétés de sécurité et de gardiennage ne sont pas en reste sur ces problématiques. Très sollicitées depuis la mise en place du pass sanitaire, on pourrait imaginer que la concurrence du marché aurait permis aux salariés de ces secteurs de bénéficier de meilleures conditions de travail et de salaire. Malheureusement, c'est l'inverse que nous constatons. Les salariés de gardiennage et sécurité sont noyés dans un marché de plus en plus concurrentiel et fragmenté aux côtés de patrons peu scrupuleux et avides de profit. La société AIS à Rouen donne un aperçu des pratiques de ces patrons. Après plusieurs alertes de nos adhérents sur leurs conditions de travail, sur la casse sociale qu'ils subissent, nous avons réussi à fédérer ces adhérents et déclencher des élections. Un vrai défi syndical dans un secteur où la représentativité est sinistrée. Mais aujourd'hui, AIS ne peut plus agir impunément, il doit rendre des comptes à nos élus qui font preuve de courage et de combativité pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs collègues. Mais pour une entreprise où nous réussissons à implanter des représentants du personnel, combien restent aujourd'hui dans la détresse de leur anonymat ? La mise sous franchise est également au cœur de nos préoccupations. Celle-ci s'accompagne de complexification des contrats de travail, de précarisation, de perte des sections syndicales existantes. Dans le cas de Carrefour Market Rouen, la franchise de cet établissement aurait pu s'accompagner de la perte des droits sociaux sans la vigilance des militants et élus CFDT. Le travail de terrain de nos collègues a permis de faire un premier barrage. Et notre travail d'équipe, section syndicale et syndicats locales, va permettre, je l'espère, dans l'avenir, de faire reconnaître une unité économique et sociale sur cette franchise, permettant ainsi, que fait le groupe Carrefour, visiblement plus intéressé par son cours de bourse que par la qualité du travail dans ses ex-points de vente. Alors en conclusion, nous constatons actuellement un dumping réglementaire et social pratiqué par certains. À nous, chers collègues, d'être vigilants, de ne pas baisser la garde, et si nous, syndicats, pouvons agir au plus près de nos sections sur le terrain, nous comptons sur la Fédération pour soutenir nos actions, pour nous faire entendre et en tirer des actions sur un plan politique et social.
Nous souhaitons également que la CNAS se positionne plus clairement en soutien des syndicats par une simplification de sa gestion administrative et des dossiers juridiques. N'ajoutons pas à la difficulté du quotidien une lourdeur administrative qui finirait de couler bon nombre de nos structures qui survivent grâce à des militants engagés. Enfin, si cette crise a sidéré un temps certains d'entre nous, il est temps aujourd'hui de reprendre le chemin de la lutte pour nos collègues. Nous devons faire preuve de courage et d'exemplarité sur ces sujets et nous devons prendre la mesure des asymétries de pouvoir inédites entre travailleurs et donneurs d'ordre et les corriger en apportant des protections aux travailleurs. Chers collègues, nous, syndicats des commerces et services Loire et Haute-Loire, mettons à disposition nos ressources militantes en proposant la candidature de Guillaume Touminet au bureau fédéral. Un homme de conviction, un exemple de lutte et de pugnacité sur les sujets qui rallient les intérêts des syndicats locaux, de la fédération et des travailleurs. Nous vous demandons donc de lui apporter tout votre soutien et vos suffrages lors de l'élection au bureau fédéral. Et enfin, pour conclure, je tiens à remercier les acteurs du quotidien à nos côtés, les élus de nos sections syndicales, les militants de terrain, le nouveau bureau du syndicat élu en mars 2021, notre permanente fédérale régionale ILAM, les invisibles et toutes celles et ceux qui nous permettent chaque jour de porter nos convictions et nos valeurs si chères à la CFDT. Merci. Merci beaucoup Estelle. J'appelle Christian pour le syndicat des services Haute-Normandie. Nous irons ensuite déjeuner. À la reprise 14h, la parole sera à Philippe Aurus pour le syndicat des services de la Corse. Bonjour à tous. Donc je vais intervenir, je vais peut-être faire un petit écho à l'intervention d'Estelle. Bon, on ne s'est pas concerté avant. Notre syndicat voulait profiter de cette tribune pour aborder sans tabou la situation des travailleurs du secteur de la propreté. Nous avons, depuis notre nouvelle mandature, réussi à créer un collectif sur la ville du Havre autour de la propreté et actuellement nous nous sommes donnés comme mission de construire ces mêmes collectifs sur Rouen, Évreux et Dieppe dans le même schéma. Concernant la propreté, bien que l'annexe 7 se devait d'encadrer la reprise de leur chantier par une autre société afin de pérenniser l'emploi des salariés de ce secteur, nous nous apercevons au travers de notre collectif des détournements intolérables de la part des employeurs. Modification des clauses de mutation, modification des lieux d'exercice de l'activité, pire encore, modification des horaires d'intervention. Ces salariés, bien souvent des femmes, trop régulièrement en situation de fragilité sociale, se voient contraints de ne plus pouvoir se rendre à leur poste de travail car l'on modifie leurs horaires de travail de manière unilatérale. Si elles tentent de s'y opposer, la sanction tombe. Convocation à un entretien, à licenciement, entretien au cours duquel on leur rappelle qu'elles peuvent se faire assister par une personne appartenant obligatoirement à l'entreprise. Le seul bémol, c'est que ces personnes n'ont aucun lien avec leurs collègues. Rappelons-le, elles travaillent généralement sur des sites seuls et leur seul lien avec l'entreprise, c'est bien souvent et trop souvent un SMS qui leur est transmis pour des modifications de planning. Depuis le mois de juin, nous avons rencontré les pires abus dans ce secteur. Nous allons vous en compter trois petits exemples de tranches de vie, de situations qui, à nos yeux, sont intolérables. Le premier, c'est celui d'une travailleuse que l'on nommera de son prénom Maria. Maria ne sait ni lire ni écrire. Sa responsable lui demandera quand même de signer une lettre. Ce document étant sa lettre de démission. Cette dame était en situation de multi-employeur, cumulant 7 contrats avec 7 entreprises différentes. Bien que les employeurs de ce secteur se doivent de contrôler annuellement la faisabilité du cumul de ces contrats, pour Maria, aucun d'entre eux ne l'aura fait. Puis un dimanche, Maria reçoit un SMS pour travailler 2 heures de plus le lendemain.
Ce message que sa fille lui donne l'effraie. Comment faire le lendemain pour faire 2 heures de plus après 7h30, tout en sachant qu'à 7h, elle doit prendre le bus pendant 20 minutes pour réaliser ses 3 heures sur un autre chantier. Maria a fait le choix, sans pouvoir avertir sa contrôleuse, de ne pas réaliser ses heures. Le lundi, dès 9h, son portable sonne. Au bout du fil, sa responsable, la contrôleuse. Cette dernière, après l'avoir humiliée, lui donne rendez-vous dans une rue de Rouen pour 14h. À ce rendez-vous, après quelques remarques désobligeantes, un document lui est présenté. Elle est sollicitée de signer en bas. Maria signe d'un Z et d'un M, parce que ses enfants l'ont appris à signer des documents. Car dans le secteur de la propreté, 2 savoirs sont nécessaires et incontournables. Savoir faire le ménage et savoir signer. Au regard du nombre d'avenants de contrats de travail de Maria, nous pouvons l'affirmer, ne pas savoir signer un avenant dans cette profession peut être synonyme d'exclusion au travail. Maria signe un document qui est présenté par sa responsable. Vous savez, cette responsable qui sait tout, qui crie quand elle n'est pas contente, qui crie quand le client, le donneur d'ordre, trouve que Maria lui coûte trop cher pour le peu qu'elle fait. Cette personne qui crie parce que lors de son contrôle, elle a retrouvé une mouche morte au sol, alors que Maria prétendait avoir fait le ménage. Ce document est une lettre de démission. Maria ne le sait pas, mais son Z et son M, qui lui servent de signature, attestent que ce document vient d'elle. Maria n'a pas voulu faire d'heure, elle sera démissionnée de son contrat de 5h30 à 7h, 3 fois par semaine depuis 3 ans. La seconde personne, Marina, elle travaille pour 3 sociétés différentes. Un de ses contrats est de 1 heure par mois depuis 2017, soit 10,27 € brut par mois. Quand nous avons rencontré Marina, elle souhaitait avoir des renseignements car elle ne comprenait pas pourquoi, depuis le mois de juin, elle ne se retrouvait plus qu'avec 8 € de salaire avec cette entreprise. En fouillant un peu, nous nous sommes aperçus que Marina, depuis son embauche, réalisait 94 heures mensuelles avec cette société. Puis en juin, son entreprise perd son chantier. Marina aurait pu être transférée au repreneur du chantier, mais il en sera fait autrement, comme elle travaille bien et qu'elle est à la disposition constante de son entreprise. On la conserve avec son contrat d'1 heure par mois. Marina repart voir son employeur en lui réclamant quelques heures en plus. Le compte dans cette histoire, c'est que Marina, on lui rappellera que si elle n'est pas prête à faire 1 heure pour l'entreprise, ben, elle n'a qu'à démissionner. La troisième personne, parce que je ne voudrais pas vous casser le moral, hein, c'est des situations un peu difficiles. Julie, elle avait un chantier dans un cabinet de médecins associé. Quand elle avait eu ce chantier, elle devait dépoussiérer les 3 cabinets qui étaient installés au rez-de-chaussée d'une maison normande pendant 1 heure par jour. Les jours passent, puis on sollicite Julie juste pour balayer le grand couloir au milieu, hein, de temps en temps. Sa contrôleuse lui expliquait que cela prend peu de temps et que le client est content. Presque un geste de remerciement au donneur d'ordre. Savoir dire merci à celui qui vous donne du travail. Puis Julie devait augmenter les fréquences de passage dans le couloir. En plus du couloir et des bureaux, elle a dû aussi cumuler le grand escalier qui dessert les appartements privés des 2 étages supérieurs. 1 heure pour dépoussiérer 3 cabinets, faire le grand couloir, l'escalier. Et le client, les médecins du moins, s'étonnaient que Julie, quand elle faisait les poussières, ne vidait pas les poubelles. Julie devait maintenant, à partir d'aujourd'hui, vider les poubelles en plus. Puis vient ce jour où un des médecins demande à Julie de prendre quelques minutes pour nettoyer son micro-ondes et son frigo dans ses appartements privés. Ses enfants l'ont sali en se réchauffant des raviolis. Julie craque et s'oppose à cette demande, rappelant sa mission sur ce chantier, dépoussiérer 3 cabinets, rien de plus. Le médecin s'étonne que Julie ne souhaite pas travailler. Elle interpelle l'employeur d'ailleurs de Julie sur son manque d'intérêt à son poste et sa qualité de prestation. Julie est convoquée à sanction, elle ira seule à son entretien, elle se fait licencier pour faute grave,
Et après une mise à pied conservatoire qui durera tout de même 27 jours, nous aurons dans la lettre insubordination et on lui reproche à Julie des absences injustifiées, qu'on recherche toujours. Voici des réalités que notre syndicat a découvertes. Dans un premier temps, nous pensions que ces situations étaient des cas rares, mais nous avons dû déchanter en nous apercevant que Maria, Julie, Marina ne sont malheureusement pas des cas isolés. Elles sont des travailleuses invisibles qui, dans le silence, souffrent et vivent des situations intolérables. Notre syndicat voulait les mettre en lumière en basant notre intervention sur ces travailleurs. Nous parlions en préliminaire du secteur de la propreté, mais nous constatons que ce secteur n'a de propre que son nom. Dans ce secteur, l'obligation de majorer des heures supplémentaires n'est pas respectée. Les salariés cotisent quelquefois à des mutuelles sans en bénéficier. Il est temps, je pense, pour la CFDT de réagir et de faire un bon coup de ménage dans ce secteur. Nous noterons en conclusion que le secteur de la sécurité des salariés du particulier employeur fonctionne pratiquement à l'identique que celui de la propreté. Merci. Merci beaucoup, Christian, pour ces témoignages émouvants.